j'espère que vous allez bien. C'est une véritable joie pour moi que de vous retrouver en direct donc pour un deuxième Facebook Live de l'Afterlap, le podcast du sport auto. Salut à tous franchement, Laurent-Frédéric Bollet bien évidemment. Quel plaisir d'échanger de nouveau ensemble. Je crois que la dernière fois ça s'était bien passé, vous aviez apprécié l'exercice. Et on va peut-être partir sur une tendance qui aurait un épisode tous les mois. Qu'est-ce que vous en pensez ça serait pas mal. En tout cas, je vous retrouve avec un grand plaisir ce soir parce qu'il y en a des choses à dire. On a vécu un super week-end. On va se focaliser, si vous le voulez bien, sur le Grand Prix F1, Sakir, et tout ce qui en a découlé en quelque sorte. Pérez, Russell, Bottas, Hamilton, Grosjean, Ocon. Oui, il y en a des choses à dire. On va démarrer ça très très vite. Et puis ensuite, on va parler de WRC parce que c'est pas tous les jours quand même qu'on a un champion du monde des rallyes. Alors si, c'est souvent le cas avec Sébastien Loeb et Sébastien Ogier, mais là, on s'y attendait pas forcément, et donc Sébastien Ogier l'a fait. Allez, je salue tous ceux qui sont là avec moi, je me tourne vers mon écran de contrôle, Guillaume Vacher, salut Guillaume, Igor, Ali Fidèle, Joris Chamontin, ils sont là. Je voulais aussi saluer 1978 Mumbai, Jonathan Lascar, Resfan96 underscore PSG, Thibaut RLD, Sylvain Rousseau, Gwenaël Garvouille, Laflaf25, si je prononce bien, Max Speed aussi. Et puis, mon ami Eric Hellary, qui m'a fait la joie de me souhaiter bonne chance pour ce Facebook Live ce soir dans le message d'annonce hier. Donc évidemment, je salue bien bas un ancien vainqueur des 24 heures du Mans. Salut Eric, j'espère que tu vas bien. Et puis Ziv Paul également, que je me permets de saluer. Voilà, en tout cas, merci à tous ceux qui nous suivent. L'Afterlap, de plus en plus de fidèles, les chiffres le prouvent, donc c'est sympa. www.afterlap.com, c'est le site natif. Et puis la chaîne YouTube aussi, l'Afterlap, et puis Facebook, la page Facebook avec ces rendez-vous live qu'on va essayer d'instituer maintenant une fois par mois. Je vous parlerai aussi de quelque chose en fin d'émission par rapport à une souscription qu'on va lancer. Bon, allez, je vous propose d'aller tout de suite dans le vif du sujet. Jean-Yves Sébert également qui est là. Vraiment, bonsoir à tous les amis. On va démarrer, oui, dans le vif du sujet, comme je vous le disais, ce Grand Prix de Sakir. Quel Grand Prix quand même assez incroyable avec un nouveau tracé sur le circuit de Bahreïn dans un premier temps. Moi j'ai adoré parce que oui, j'ai adoré, oui, comme tout le monde, je trouve que c'est un peu court, c'est sûr, un tour en 55 secondes, on va dire ça comme ça. Pas très varié quand même. Bon, oui, on n'est pas complètement habitué si c'est pas un ovale pur à la rigueur. Enfin bon, ça change. Cette saison 2020, quoi qu'on le veuille ou non, elle est complètement différente de toutes les autres. Donc autant y aller, autant se lancer, autant se lâcher. Et donc du côté de Bahreïn, on l'a fait. Donc moi je dis bravo, merci. Et puis en plus, cette portion intermédiaire là, avec ces virages qui s'enchaînent, pas facile du tout, très spectaculaire. C'est vrai que pour le coup, la première partie et la dernière étaient la moins intéressante, mais au milieu, c'était franchement spectaculaire et ça nous a fait quand même un beau spectacle. Bon. Alors, il y a plein de choses à dire, bien évidemment. On va commencer par Pérez. On est quand même obligé. C'est une victoire sensationnelle, extraordinaire. Et je crois qu'on est tous contents pour Sergio Pérez. Je peux pas concevoir qu'il y ait des cyniques de Sergio Pérez là qui soient en train de nous regarder, de nous écouter. Moi, Sergio Pérez, je l'aime bien. Et vous savez pourquoi? Je vais encore jouer les anciens combattants, mais enfin bon, faut aussi parfois le reconnaître. En 2008, sur Motors TV, chers amis, le championnat F3 anglais, le prestigieux championnat de F3 britannique. On ne compte plus le nombre de pilotes évidemment prestigieux qui sont passés par là comme école. À l'époque, il n'y avait pas mieux. Et puis ça date des années Brundle-Senna. Et puis même avant, vous le savez, je vous apprends rien. Eh bien, en 2008, Sergio Pérez était bien dans ce championnat F3 anglais. Et moi, je le commentais. Voilà. Et je me souviens notamment d'une course à Monza où Sergio part 14e sur la grille et il gagne. Donc il a toujours été un peu comme ça, Sergio Pérez, à faire le spectacle, à être capable de bien remonter, et c'est ce qu'il nous a fait hier, puisqu'on va vous rappeler qu'il est bien dernier à la fin du premier tour, donc c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Et Sergio Pérez, il a toujours eu quand même un côté un peu fighting spirit, ne mécontent pas ses efforts, et puis il y a toujours eu des petits éléments qui font qu'on pense que c'est un grand, quoi. Les remontées, il le fait depuis qu'il est en compétition. La gestion des pneus, écoutez, vous êtes comme moi, là aussi, ça fait des années qu'on constate qu'il a un don à ce niveau-là.
c'est le seul, ou presque, à être capable de faire tenir ses pneus tendres sur la longueur, hein. Il l'a montré à de nombreuses reprises. Et là où à chaque fois on nous ressort que Nico Hülkenberg n'est jamais monté sur le podium et que c'est une injustice, bah moi je dis oui, sans doute. Mais je veux bien croire, j'ai rien contre Nico Hülkenberg, mais je vous rappelle que Sergio Pérez c'était 9 podiums avant hier. Et donc lui a été capable parfois dans des voitures bah, pas forcément de premier plan d'être capable d'aller chercher des super podiums. Donc moi j'ai toujours trouvé que Sergio Pérez était un super pilote. Alors, vous avez noté hein, que ça fait 50 ans que nos amis mexicains attendaient une victoire en Formule 1. Quand je pense qu'on se lamentait côté français d'avoir à attendre pratiquement un quart de siècle, bah effectivement, les Mexicains, depuis la victoire de Pedro Rodriguez en 1970 au Grand Prix de Belgique, eh bien, ils n'avaient jamais gagné. Donc là aussi, j'imagine qu'au Mexique, ça a dû être bah, ça a dû faire la une de tous les journaux et de tous les journaux télé, oui, radio et presse écrite, ça c'est sûr, et ils le méritent. Et donc, quelle attente, 50 ans d'attente, effectivement. Enfin, c'est vrai que dans les années 80, faut être honnête, on n'imaginait pas Hector Rebaque, le pilote mexicain qui était avec une Lotus privée, allait gagner, oui. Donc c'est vrai que Sergio Pérez symbolisait sans doute le meilleur espoir là ces derniers temps, mais enfin bon, il aura donc fallu être patient, et donc 50 ans d'attente pour lui. Je me suis amusé à faire un petit calcul, les amis. Si on compte les points, parce que ça vous a pas échappé, hein, Sergio Pérez, là, depuis le Grand Prix d'Espagne, pratiquement, il est à chaque fois dans les points. Et encore, je vous rappelle que la semaine dernière à Bahreïn, il aurait dû être déjà sur le podium et il a dû abandonner la mort dans l'âme à 3 tours de l'arrivée. Mais si on compte les points seulement dans ce championnat, seulement à partir du Grand Prix d'Espagne, donc à partir du 6e Grand Prix de la saison, on met de côté les 5 premiers et on compte à partir du 6e jusqu'à donc ce 16e hier, ça fait donc 11 Grands Prix. Bah, le classement du championnat, c'est Hamilton 225 points, bon, il est loin devant, ça, ok. Mais derrière, eh ben, c'est beaucoup plus serré que ce que ça l'est actuellement, puisqu'on aurait Bottas deuxième avec 132 points, Verstappen 112 et Perez 103. Donc vous voyez que Perez, il est juste derrière Verstappen, et là aussi, j'ai envie de rajouter virtuellement les 15 points qu'il aurait dû marquer la semaine dernière. Donc, il n'aurait pas été si loin que ça de Bottas. Donc, ça veut bien dire que depuis 11 Grands Prix, Pérez est au niveau d'un 2, 3, 4e, pas plus, au championnat du monde. Alors, évidemment, il est déjà 4e. Il est 4e au moment où je vous parle, hein, en comptant tous les résultats. Mais vous voyez ce que je veux dire? La démonstration fait que depuis 11 Grands Prix, il est pas loin derrière Bottas. Et ça veut dire beaucoup de choses, évidemment. Donc, Sergio Pérez, là, c'est vrai que c'est un des grands pilotes de la saison, finalement. On peut d'ores et déjà le dire. Pierre Gasly a gagné à Monza. Sergio Pérez a gagné à Sakir, bah forcément, ça restera bah dans toute mémoire. Et donc, d'ores et déjà, il a marqué de son empreinte cette saison 2020. On est obligé de le dire. Donc, vous avez compris, là, je vous fais un petit peu mon épisode en direct, hein, comme si je vous l'avais fait en mode podcast. Mais là, aujourd'hui, on le fait en direct. Donc, bah, c'est comme ça aussi que parfois je me lance hein, dans les réflexions, vous disant un petit peu ce qui me passe par l'esprit et ce que j'en ai pensé. Alors, cette victoire de Pérez, elle est d'autant plus exceptionnelle bah, qu'il faut rappeler qu'il est parti pratiquement dernier. Alors évidemment, sur la grille, il nous fait un super départ, il était très bien qualifié, puis il nous a fait un bon envol. Mais bon, qu'on le veuille ou non, Charles Leclerc bah, le met dedans, enfin lui rentre dedans, et le fait repartir dernier. Au passage, bah oui, on peut quand même que regretter que Charles Leclerc là ait quand même commis une belle boulette, à la fois bah, pour lui, à la fois aussi pour Verstappen, bien évidemment, victime collatérale. Oui, Verstappen ne peut pas dire que c'est Leclerc qui m'a mis dehors. Enfin, on a bien compris que s'il n'y avait pas eu la boulette de Charles Leclerc, Verstappen continuait ce Grand Prix et celui qu'on présentait comme le grand rival des Mercedes annoncé, bah, il avait une superbe carte à jouer. Donc ça n'a pas été le cas. Et puis bah, on a donc vu Sergio Pérez partir en tête à queue. On a même vu Sergio Pérez être tapé assez fortement par Charles Leclerc. Et c'est vrai que on a tout de suite imaginé qu'il serait sans doute capable de faire une remontée s'il n'y avait pas de bobo. Et ça a été manifestement le cas. Et de là à dire et à imaginer qu'il allait gagner le Grand Prix une heure et demie plus tard, évidemment, personne ne l'aurait parié. Parce qu'on s'attendait donc à une bataille Mercedes, et on l'a eu cette bataille Mercedes. On ne s'attendait pas, malgré tout, évidemment, et là on va enchaîner avec cette saga, cette comédia dell'arte que nous a offert Mercedes hier. Donc il n'y a pas que Ferrari parfois hein, qui se loupe complètement, et cette année, bah, c'est le cas. Hier, tiens, au passage, juste bah, pour finir vraiment sur le sujet Ferrari,
Bon, ben, Leclerc qui ruine toutes ses chances dès le départ, qui sera même pénalisé à Abu Dhabi de 3 places sur la grille, bah oui, c'est de sa faute, ça on peut rien dire d'autre. Et puis bah, Vettel dans un Grand Prix où manifestement il y avait de quoi quand même se glisser pour aller chercher des bons points. Je vous rappelle que Vettel ne termine que 12e, ce qui est quand même lamentable. Je le dis franchement, pas de langue de bois ici dans l'afterlap. Hein. Bon, donc voilà, Ferrari, ils sont complètement loupés, merci, on n'en parle plus. Donc, on va parler de Mercedes. Et vous avez quand même été quelques-uns me poser des questions en anticipation de ce Facebook Live. Je pense notamment à mon ami Geoffroy Laitier, hein, qui gère le site us-racing.com, qui dès hier m'a posé 3 questions concernant les 3 hommes de Mercedes, Hamilton, Bottas et Russell. Et effectivement, il faut qu'on y arrive. Ça va être là le sel de notre discussion ce soir. Bon, alors, d'abord, c'est une sorte de billard à 3 bandes qui a été joué là par Mercedes et il faut revenir un petit peu en début de semaine. Quand on apprend qu'Hamilton est testé positif et qu'il ne sera donc pas présent à Sakir. Bon, c'est évidemment une nouvelle très importante dans le monde de la Formule 1 du sport automobile. Bah oui, le champion du monde actuel, en titre, septuple champion du monde, la star absolue de la Formule 1 qui n'est pas là au volant de la meilleure voiture, de la meilleure équipe, bah évidemment, oui, c'est un événement majeur, on est bien d'accord. Donc tout de suite, mon cerveau a commencé à imaginer qui allait pouvoir se glisser dans le baquet de la Mercedes. Et donc, on a donc appris, bien sûr, comme tout le monde, que c'était bien George Russell. Moi, je vous le dis franchement, tout de suite, j'ai espéré que ce soit George Russell qui soit nommé, parce qu'on sait les liens, évidemment, Mercedes, Russell, Wolff, etc. Et que tout de suite, nous avions anticipé que George Russell allait pimenter un petit peu la course de Sakir et allait avoir une vraie carte à jouer. Et que forcément, c'était pas tout à fait la même donne que si on avait pris un pilote de remplacement, on va dire. Ce que je veux dire, c'est que il y a, y a- y a deux perdants dans cette histoire. Il y a Bottas et Hamilton. Et oui, je vais développer cette histoire dans quelques instants. Et il y a un gagnant qui est globalement Russell, même si depuis hier, il a l'impression d'avoir perdu. Bon. Russell, dans un premier temps, il est forcément un super gagnant parce qu'il reçoit la chance de sa vie, remplacer le champion du monde et aller piloter chez Mercedes. Bon. Alors, là, je rends hommage à Toto Wolff quand même. Pourquoi? Vous vous en souvenez dans les années précédentes, je me souviens de chez Renault, quand il y avait une défection d'un pilote titulaire, qui c'est qu'on allait chercher comme remplaçant, on va dire? Eh ben, Kovalainen, même Jacques Villeneuve, hein, qui a fait une pige chez Renault, une ou deux, je sais plus. Bon, ben là, typiquement, on est dans un cas de figure où on met un pilote d'expérience pour espérer gérer la situation et pour que, globalement, ça se passe du mieux possible dans l'équipe. Bon. Si Toto Wolff avait choisi Stoffel Van Dorn, comme cela aurait pu, voire dû être le cas, car on sait que Stoffel Van Dorn, vous permettez l'expression, a eu quand même une lecture de ne pas être nommé, eh bien, ça aurait été une décision de sagesse molle, on va dire ça comme ça. C'était évident que c'était fait pour ne pas faire de vagues, pour que Bottas récupère instantanément le statut de numéro 1, pour que Van Dorn se mette instantanément dans les pantoufles d'un numéro 2, et voilà, on aurait su, nous tous, les observateurs, les passionnés, les commentateurs, on aurait su tout de suite, on aurait compris tout de suite qu'il allait y avoir une hiérarchie qui allait être respectée et qu'effectivement, on faisait une fleur à Van Dorn, même si logique, mais pour que ça se passe bien. Or, en choisissant la carte Russell, il faut bien avouer que Toto Wolff a instantanément brouillé le message et la donne. Il a en quelque sorte introduit le renard dans le poulailler, ça c'est sûr. Et à partir de ce moment-là, eh bien, effectivement, je persiste à penser que la donne allait être complètement bouleversée. Alors, il a fait un super cadeau, Wolf, à tous les amoureux du sport automobile, parce qu'on s'est instantanément douté, voilà, j'en reviens à ça, qu'il allait se passer quelque chose pendant ce week-end. Pourquoi? Mais parce que, honnêtement, les amis, la Mercedes, on sait que c'est la meilleure voiture. Hamilton ne gagne pas 11 fois cette année sans avoir évidemment une fusée à son volant. Bien sûr que Lewis Hamilton est le meilleur pilote actuellement, on va dire ça comme ça, mais c'est évident que la Mercedes, c'est la meilleure voiture et qu'elle est absolument fabuleuse. Bon. On sait tous que certains pilotes, s'ils étaient instantanément au volant de la Mercedes, gagneraient des grands prix ou se battraient pour gagner des grands prix. C'est évident. Spontanément,
On sait que si Charles Leclerc demain devait piloter une Mercedes, évidemment qu'il est aux avant-postes. Daniel Ricciardo, pareil. Carlos Sainz, oui, je le pense sincèrement. Euh, à qui je pourrais penser spontanément Magnus, oui, Doris, j'ai tendance à penser que oui. Pierre Gasly, depuis qu'il éclate littéralement, bah, évidemment que s'il se retrouvait demain dans une Mercedes, il serait aux avant-postes. Je parle même pas de Max Verstappen, bien sûr. Bon, eh bien, George Russell, franchement, faut comme moi, je pense qu'on l'aurait cité spontanément comme quelqu'un qui a tout de suite un mot à dire, aurait tout de suite un mot à dire chez Mercedes. On pourrait pas en dire la même chose de Latifi, de Giovinazzi, de Kvyat, j'ose le dire, ou d'Albon. Faut être honnête, là aussi, il y a un peu quand même deux divisions. Donc voilà, il y a une petite 7-8 pilotes où franchement, c'est sûr, si on les met dans la Mercedes, ça se bat pour gagner le Grand Prix. Et c'est effectivement ce qu'on a eu tout de suite pour George Russell. Alors, chacun, je voulais vous le dire, chacun des trois pilotes Mercedes avait quelque chose à perdre dans cette histoire et chacun a perdu quelque chose dans cette histoire. Qu'avait à perdre Russell? C'est lui qui avait à perdre le moins, car quelque part, il avait tout à gagner. Euh, On ne lui demandait pas forcément effectivement d'aller gagner le Grand Prix tout de suite ou de signer la pole. On espérait juste et on pensait juste qu'il serait très fort et qu'il irait très vite. Bon, donc ce qu'il avait à perdre, c'est de se faire laminer par Bottas en qualif et de terminer à 30 secondes de Bottas sur le Grand Prix. Bon, honnêtement, j'ai jamais cru que ça pourrait arriver comme ça. Déjà en qualif, c'était pas possible. Pourquoi? Le circuit était tellement court. Euh, oui, vous pouvez penser que Bottas allait signer la pole devant Russell, mais vous avez vu que ça s'est joué à rien. Et puis bon, sur l'ensemble du week-end, Russell aurait vraiment pu être en pole, il n'y aurait rien eu à dire. Bon, donc là, sur les qualifs, Russell pouvait limiter les dégâts faciles. Après, en course, non, il avait tout à gagner et il nous l'a montré. Il prend le meilleur départ, il mène les 59 premiers tours de fort belle manière. Et globalement, il est battu par la boulette de Mercedes. Donc là, on va y revenir dans quelques instants. Et donc Russell avait tout à gagner. Ça veut dire qu'au final, il dit j'ai perdu. Et il a perdu, effectivement, il n'a pas gagné ce Grand Prix. Mais enfin, il a éclaté devant le monde entier, il a crevé l'écran, il a répondu présent, il a montré qu'effectivement, c'était un petit jeune qui allait super vite et qui pouvait répondre présent dès le premier moment. Donc oui, Russell était celui qui avait le moins à perdre, et même s'il a donc pas gagné le Grand Prix, il sort évidemment méga gagnant de ce Grand Prix de Bahreïn, de Sakir. Voilà. Alors, Bottas, par contre, Bottas, moi je pense sincèrement que Wolf lui a fait un méga cadeau empoisonné. On va sûrement d'ailleurs partir du principe que Toto Wolff n'en avait rien à faire de l'avis de Valtteri Bottas pour savoir qui allait remplacer Lewis Hamilton. Mais enfin bon, c'est sûr qu'il lui a mis dans les pattes. Eh bien donc un petit jeune, on en revient au même qualificatif, qui va très vite, qui a les dents qui raillent par terre et qui ne rêvait que d'une chose, c'était de s'offrir le scalp de Bottas. Or, comme Bottas a été laminé cette année par Lewis Hamilton, j'imagine qu'en ce moment, le pauvre Bottas, c'est pas la meilleure des joies de vivre. Et donc, il avait effectivement tout à perdre. Il a encore perdu très gros lors de ce Grand Prix de Sakir. Il fait la pole de justesse, il ne prend pas le meilleur en vol, il n'arrive pas à menacer George Russell dans la grande première moitié de la course. Ensuite, il se fait doubler par Russell de fort belle manière et il termine à une piteuse 8e place. Au moins, il termine devant Russell. Mais enfin, tout le monde a bien compris que Russell aurait dû évidemment terminer devant Bottas. Donc, Bottas est clairement un perdant de l'histoire et ça fait quand même plusieurs fois qu'on a le sentiment qu'évidemment il est un petit peu faible par rapport à Hamilton. Là, George Russell a montré en un Grand Prix seulement qu'il était en mesure de dynamiter un petit peu l'équipe Mercedes et de la faire encore plus remonter et de la faire encore plus triomphante avec un rythme en course encore plus fort qu'avec Bottas. Donc, je me souviens à une époque sur Motors TV, Patrick Lemarié était notre consultant en endurance, et puis dès qu'un pilote Audi, façon un petit peu Marco Werner ou Frank Guerra, voyez, un petit peu deuxième niveau, pas complètement au niveau d'Alan McNish ou Tom Christensen, dès que Biella, par exemple, faisait une petite erreur, Patrick Lemarié, qu'on salue s'il nous écoute, disait tout de suite, allez, changement de contrat, on n'a plus besoin de lui, etc., de manière un petit peu très dure. Bon, donc est-ce que depuis ce Grand Prix de Sakir, on a envie de dire, bon allez, Valtteri Bottas, out, on n'a plus envie de lui? Peut-être pas à ce point-là, parce qu'on n'est pas de ce genre-là et on se permettrait pas de commenter de manière aussi abrupte. Mais bon, force est de constater que Bottas, là,
bah, ne pèse plus, quoi, ou ne pèse pas. Il ne pèse pas assez, ça on le savait, mais là, il est enfoncé, littéralement. Et on n'a plus qu'une seule envie, bah, c'est de voir George Russell, évidemment, enchaîner et voir ce qu'il va donner à Abu Dhabi. Ça me rappelle un petit peu, là, pour les plus vieux d'entre nous, ça me rappelle cette fin de saison en 1978. Vous vous en souvenez, donc le drame de Monza où Ronnie Peterson devait trouver la mort, même s'il ne l'a pas trouvé sur le moment, mais le lendemain à l'hôpital. Mais bon, Ronnie Peterson, donc accident terrible au départ, les flammes aussi, et Peterson qui décède. Qui appelle-t-on chez Lotus? Colin Chapman appelle-t-il chez Lotus pour remplacer Ronnie Peterson aux côtés de Mario Andretti, champion du monde, désigné en Italie? C'est Jean-Pierre Jarier. Alors c'est amusant parce que à 42 ans comme ça d'écart, il y a une petite analogie avec la voiture noire, la meilleure voiture du plateau. Et Jean-Pierre Jarier, quand on a tous appris qu'il était nommé chez Lotus, moi je m'en souviens très bien, on a tous pensé, bah, il va gagner les deux derniers Grands Prix là, super, il va avoir de quoi montrer sa palette quoi. Alors au premier Grand Prix aux États-Unis Est, ça s'était moyennement passé pour Jean-Pierre, quand même fallu qu'il s'acclimate, il était huitième sur la grille et puis il avait abandonné. Par contre, au Grand Prix suivant, au Canada, il fait la pole, Jean-Pierre Jarier, et il mène jusqu'à ce qu'il doive abandonner, et là, sur problème mécanique. Donc là, Jean-Pierre Jarier était effectivement en passe d'aller gagner au moins un Grand Prix pour Lotus. Bon, la titularisation de Russell m'y a fait penser. On peut imaginer que si ça ne s'est pas fait à Sakir, ça se fera peut-être à Abu Dhabi pour George Russell, d'aller carrément gagner son premier Grand Prix tout de suite. Gagner un premier Grand Prix, c'est pas simple, hein. On en a encore eu la preuve hier, là c'est une petite parenthèse, au niveau des destins peut-être qui fait que vous rentrez dans le grand livre de la Formule 1. C'est pas simple. Jacques Villeneuve, tiens, quand il arrive en 96 en Australie, il fait la pole, mais il gagne pas le Grand Prix. C'est Damon qui a réussi à gagner, parce qu'aller gagner son premier Grand Prix, c'est pas forcément facile. Il faut que vraiment le coup du sort, les coups du sort ne soient pas contre vous. Charles Leclerc l'an dernier à Bahreïn, en début d'année, il aurait dû gagner peut-être son premier Grand Prix. Il a dû attendre Spa pour enfin gagner son premier Grand Prix. Vous voyez, des fois, on a le sentiment qu'il arrive toujours quelque chose et que c'est pas du tout facile de gagner son premier Grand Prix. Sergio Pérez est bien devenu le 110e pilote différent à gagner un Grand Prix de Formule 1. Ça n'est pas cette chance qui a été accordée à George Russell, mais on espère peut-être que ça pourrait être le cas à Abu Dhabi. Voilà. Alors, on a parlé de Russell. On a parlé de Bottas. Ben, je voudrais aussi vous parler de Lewis Hamilton, parce que Lewis Hamilton ne sort pas, à mon avis, intact et indemne de cette histoire. Alors, tout de suite, évidemment, on va se mettre dans un point de vue de santé, on va souhaiter le meilleur à Lewis Hamilton, il est donc positif au Covid-19, c'est ce qu'on ne souhaite à personne. Moi, ça ne m'est pas encore arrivé, tant mieux. J'espère que vous aussi, vous êtes en bonne santé, que s'il y a eu un test positif, vous avez récupéré tous vos moyens. Mais enfin bon, on ne souhaite pas ça à personne, effectivement. Donc là, on compatit à ce que subit Lewis Hamilton. Alors les messages sont un petit peu flous, hein, vous avez vu, pour Lewis Hamilton. Euh, on a le sentiment que c'est pas anodin là ce qui lui arrive et que les symptômes sont peut-être pas si légers que ça. En même temps, Toto Wolff a dit que ça devrait pouvoir le faire, qu'il aille à Abu Dhabi. On a compris qu'il y avait un protocole de dingue là entre Bahreïn et Abu Dhabi. Il faut s'isoler, il faut se réisoler en arrivant à Abu Dhabi. Il faut évidemment se justifier de tests négatifs. Ça peut se jouer à la minute près pratiquement, hein, pour Lewis Hamilton s'il doit revenir dans le paddock là à Abu Dhabi. Bon, donc allez. Admettons qu'évidemment, le plus important, c'est la santé, qu'il la recouvre et qu'il soit bien négatif. Bon. Et Lewis Hamilton, depuis qu'il est pas là, depuis qu'il a été remplacé par George Russell, qu'est-ce qu'on peut dire si on veut comme ça se faire un petit peu l'avocat du diable? On peut constater qu'un pilote qui le remplace au pied levé fait aussi bien que lui. Je veux dire, être en première ligne, être devancé que par 26 millièmes de seconde par son coéquipier, parce que Bottas a déjà battu Hamilton en pole position, hein, donc il n'y a pas de honte à être battu par Bottas en pole. Donc Hamilton constate que George Russell a fait aussi bien que lui. Et puis, il a dû aussi constater quoi? Il a dû constater que depuis que Russell est arrivé, il y a eu une sorte de hype, appelons ça comme ça, de super buzz. Et nous tous, on a tous, depuis vendredi, on a les yeux rivés. Salut Patrick, on a les yeux rivés sur George Russell en se demandant qu'est-ce qu'il va faire et comment il va le faire. Bon, si je voulais résumer cette situation d'une phrase un petit peu provocante, je vous dirais que l'après Hamilton a déjà commencé en fait. L'après Hamilton a commencé à deux niveaux. Un, quelqu'un est
évidemment capable de le remplacer au pied levé chez Mercedes et de sans doute prendre la place de leader. Alors évidemment, il faudrait voir sur l'ensemble d'une saison. Mais enfin, Russell en a un Grand Prix, c'est parfaitement mis dans les chaussures de Lewis Hamilton. Et il a été aux avant-postes. Bon, donc, on est capable de remplacer Lewis Hamilton d'un jour à l'autre chez Mercedes. Et deux, et bien même si Lewis Hamilton n'est pas là, la Formule 1 continue et on vibre et on vit un spectacle hallucinant et un Grand Prix fabuleux. Voilà. Donc, Lewis Hamilton, c'est un petit peu la rançon de la gloire. C'est le meilleur pilote, évidemment, de sa génération. C'est quelqu'un là qui est en train de réécrire l'histoire de la Formule 1. Super, il n'y a rien à dire. Au fur et à mesure de tous les épisodes de l'Afterlap, et même quand je suis avec Tristan Gomandi, que je salue là aussi, et qui est notre consultant usuel sur les Grands Prix de F1, on ne peut que s'incliner devant le talent, la maîtrise et souvent le génie de Lewis Hamilton. Mais enfin, il n'est pas éternel, et nous, au bout d'un moment, on est humain. Le voir gagner chaque année au moins 10 grands prix, au bout d'un moment, ça commence à lasser. Donc, s'il pouvait y avoir un petit coup de fouet qui fait que la Formule 1 rebondit un petit peu et nous offre un spectacle un petit peu différent, eh bien, on ne va pas dire non. Et ça passerait forcément pas par Lewis Hamilton, qui est soit moins triomphant, soit peut-être même qui est plus bas. Voilà. Et donc hier, on en a eu la preuve. Oui, tout comme quand Schumacher s'est arrêté, eh bien Vettel et Hamilton sont arrivés. Eh bien oui, Hamilton un jour ne sera plus là et on continuera de vibrer parce que ce que nous a montré George Russell, eh ben ça prouve que l'après Hamilton est possible et peut-être même a déjà commencé. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous êtes d'accord, je ne sais pas si vous voulez commenter en direct, mais enfin voilà quel est un petit peu le sens de ma démonstration. Donc voilà, à trois bandes, mais chacun avait quelque chose à perdre dans l'histoire. Alors, Russell avait le moins à perdre, Bottas avait le moins à perdre, Hamilton avait le moins à perdre peut-être par rapport à l'un à l'autre, mais quand même, au bout du compte, chacun a perdu. Russell, la victoire. Bottas, encore une fois, un peu son statut et sa réputation. Et Hamilton a constaté qu'effectivement, on pouvait le remplacer d'un moment à l'autre. Donc voilà. Et puis, si je rajoute, on enchaîne, si je rajoute que Mercedes s'est pris les pieds dans le tapis, et ben voilà, ça c'est un week-end, effectivement, où finalement Mercedes ressort piteux, quoi. Alors, les boulettes de Mercedes dans les stands, honnêtement, les amis, c'est pas la première fois. Hein. Alors, je reviens même pas sur Monaco il y a quelques temps où ils avaient perdu le Grand Prix de Monaco parce qu'effectivement, on s'était loupé avec une mauvaise gestion des stands. Et puis, il n'y a pas encore si longtemps que ça. Vous en souvenez, le Grand Prix d'Italie, le retour au stand pas complètement illogique d'Hamilton, sauf que les stands sont fermés. Donc, encore une fois, une bêtise. Parce qu'à chaque fois, il y a des circonstances atténuantes. Oui, hier, Mercedes a dit il y a eu un problème de radio. Et d'ailleurs, c'est même pour ça que Russell n'a pas été disqualifié, parce que la FIA a jugé que c'était un peu une circonstance atténuante et que, à partir du moment où la connerie avait été faite et qu'ils avaient tout perdu, ça n'avait pas changé grand-chose. Bon, oui, sans doute, mais moi, sur le principe, je suis désolé, j'accepte pas cette circonstance atténuante. Bah, tant pis s'il y a un problème radio. Mais le fait est que c'est arrivé et que à la base, au bout du compte, ils font une erreur, ils font une chose qui est source de disqualification. Les autres, ils n'ont pas eu de problème de radio. Bon, alors, voilà. Et je veux dire, si Pierre Gasly qui termine 11e, il est quand même devancé par les deux Mercedes. Lui, il a peut-être fait le boulot bien. On lui a pas mis des mauvais pneus, mais il termine quand même derrière la Mercedes. Et les Mercedes, on leur dit rien. Donc, moi, je suis un peu dubitatif là sur cette mesure sympathique de la FIA. Bon, il y a une amende pour Mercedes de 20 000 dollars ou euros, je sais pas. Mais bon, le fait est que je trouve qu'ils s'en sortent pas si mal que ça. Alors évidemment, si Russell avait gagné le Grand Prix, oui, si je pense que là, il aurait fallu disqualifier. Donc c'est sûr qu'il ne pouvait pas gagner après l'erreur. Donc voilà, cette erreur Mercedes, elle est incroyable. Hein, quand vous étiez comme moi devant vos images, quand on a vu ce qui se passait, on a cru halluciner, quoi. Donc effectivement,
Les mécaniciens ne savaient pas ce qu'ils devaient faire, on a mis les mauvais pneus. C'est vrai que quand on revoit maintenant le mécanicien à l'avant gauche qui fait des grands signes en disant c'est pas le bon pneu, bah, on comprend que lui comprend instantanément qu'on vient de mettre les pneus de Bottas sur la voiture de Russell. Enfin, il me semble que c'est ça. Euh, donc oui, c'est vrai que là on a eu droit à un moment de panique hallucinant qu'on n'attendait pas, mais évidemment ça nous a super pimenté le Grand Prix, quoi. Donc bah oui, quand Mercedes se prend les pieds dans le tapis, et bah évidemment ça nous fait une course super intéressante. Alors écoutez, on se gausse, on se moque suffisamment de Ferrari pour que parfois on puisse aussi se moquer des puissants et des riches, on va dire ça comme ça, que sont Mercedes. Et ben oui, tout le monde est humain, ça arrive de faire des bêtises. Le sport automobile n'est pas toujours une science exacte, et donc là, nos amis de Mercedes bah, se sont pris les pieds allègrement dans le tapis. Alors j'ai vu une déclaration de Toto Wolff qui dit que en anglais que ça a été un colossal fuck up. Bon, bah voilà, disons-le franchement, et lui il l'a reconnu. Ah oui, non, là, très grosse boulette. Alors c'est vrai il y a une question dont on ne connaîtra jamais la réponse. Est-ce que Russell, lorsqu'il repart et que donc Pérez a pris le pouvoir et que Russell se faufile, arrive à doubler Bottas et revient en deuxième position, est-ce que Russell serait allé chercher Sergio Pérez? Bon, chez Mercedes, on a l'air de penser que oui. Chez Pérez, on dit que non, on l'aurait contrôlé. Moi, j'ai tendance à penser que Pérez avait les moyens, effectivement, de contrôler, parce qu'à un moment donné, Russell ne revient quand même à coup de seconde, c'est plutôt à 1, 2 dixièmes, pas beaucoup plus. Et ouais, j'aurais pas complètement été certain que Russell puisse aller chercher Pérez. Mais maintenant même, j'en viens à ne pas le souhaiter parce que on savait qu'il y avait eu le bazar dans les stands, on savait qu'il y avait forcément une enquête qui allait être menée sur Ferrari. Et je vous le dis, si Russell avait gagné le Grand Prix, on ne pouvait pas laisser cette victoire à Mercedes après avoir fait une telle erreur dans les stands. C'était pas possible. Sinon, c'est légitimer toutes les conneries et entériner tous les résultats. Ben non. Donc, à la rigueur, vaut mieux que Russell n'ait pas gagné vu sous cet angle. Par contre, on s'attendait pas forcément à une crevaison. En plus, il a une crevaison. Là, c'est clair, il était marqué que Russell n'allait pas gagner ce Grand Prix de Sakir. Voilà pour ce qui concerne la victoire de Pérez, pour ce qui concerne l'analyse chez Mercedes. Je voudrais quand même qu'évidemment on dise un mot de nos deux Français. Alors là, pour le coup, c'est pas Pierre Gasly dont on va parler, qui termine 11e, qui doit avoir des regrets parce qu'effectivement, c'est pas un super résultat à la fin. Là où Kiat s'est bien mieux mis en évidence sur le week-end. Kiat, je vous rappelle, qui termine 7, Gasly 11. Bon, c'est vrai que là, pour le coup, c'est assez décevant ce qui est arrivé ce week-end à Pierre, alors qu'on pensait qu'il allait avoir des bons arguments. Bon, là, on veut bien sûr parler d'Esteban Ocon et de Romain Grosjean. Alors commençons par Esteban Ocon. Bon, bah, deuxième, c'est extraordinaire, super. Il a su résister à Stroll. Hein. Bon, oui, c'est vrai qu'à un moment donné, on ne peut pas penser qu'il puisse aller chercher Pérez, sauf s'il y avait un problème mécanique en toute fin de course. Mais enfin bon, cette deuxième place, elle était déjà formidable et évidemment, on signait tout de suite pour que Esteban soit bien deuxième à l'arrivée. Alors, c'est quand même depuis le début de la saison qu'on se permet de dire qu'il manquait un coup d'éclat à la saison d'Esteban. Je crois même que s'il nous écoute, s'il nous écoutait, il pourrait quand même pas, il penserait, je pense que, enfin, il dirait qu'on est injuste parce que de l'intérieur, on ne sait pas tout ce qui se passe et que sans doute il y a eu des fois où c'était pas complètement de sa faute, où il n'a pas été aidé par les circonstances et il aurait pu y avoir un meilleur résultat à l'arrivée. Mais enfin, bon, en mathématiques pures, il manquait un super résultat. Et nous sommes les premiers, bien évidemment, Esteban, à souhaiter que tu brilles et que tu nous fasses des coups d'éclat. Voilà, Pierre a gagné le Grand Prix d'Italie. Bah, tout ça, on voulait que tu sois aussi à un moment donné en haut. Et on se doutait honnêtement qu'il y avait de quoi faire un coup d'éclat dans la saison sur 17 Grands Prix. Oui, bon, bah, c'est arrivé, voilà, tu l'as fait. Tu es donc deuxième de ce Grand Prix de Sakir, formidable. C'est évident que ça va te faire un bien fou, qu'au niveau du moral, de la motivation, bah, c'est super. Tu as devancé Ricciardo. On sait qu'en course, parfois, tu es plus solide qu'en qualif. En tout cas, tu arrives à bien tenir le coup. Donc, super, on est ravis. Et bah écoute, c'est un super résultat et franchement, oui, c'est sûr que ça va te rebooster. Ah, je me permets de m'adresser à Esteban en le tutoyant là, depuis 2 minutes, c'est complètement improvisé, mais vous voyez ce que je veux dire, hein, on est vraiment de tout cœur avec lui. Et là, évidemment, hier, bah, c'était un super résultat et c'est bien pour l'équipe Renault, c'est bien en vue de l'année prochaine et c'est surtout bien donc pour Esteban Ocon. Très bien. Je voudrais dire un mot pour conclure vraiment sur ce grand chapitre F1 et puis ensuite on va enchaîner avec le WRC.
et ben que faut revenir sur ce qui s'est passé pour Romain Grosjean, quand même, parce qu'évidemment, ça a fait le tour du monde cette histoire, et maintenant qu'on a eu aussi le témoignage de Romain qui est revenu hein, sur ce qui lui est arrivé, c'est vrai que ça fait quand même un peu frémir tout ça. Alors évidemment, on le voit depuis quelques jours, souriant, avec un super état d'esprit, c'est super. Et la façon même dont il s'est exprimé, euh, il a mis tout le monde dans sa poche de manière fabuleuse et totalement méritée. Euh, je vous cache pas que chez moi, là, dans ma proche famille, tout le monde m'a dit, ah, dis donc, il est super Grosjean, hein. Bon, voilà, il est apparu dans un point de vue tellement humain, et puis tout le monde a bien vu ce qui lui est arrivé, que là, effectivement, il y a une cote d'amour pour Romain qui s'est développée, et c'est super, et vraiment, on l'embrasse très très fort à distance, et Marion et les enfants aussi. Alors, c'est vrai que quand il témoigne après, en disant que une première fois, il se détache, il essaie de sortir, il est bloqué. Il essaie de se ressortir de l'autre côté. Moi, c'est ce que je comprends, et qu'il est de nouveau bloqué, et qu'à un moment donné, il relâche en quelque sorte la pression, et tel qu'il l'a exprimé, si j'ai bien compris, il dit, il accepte son sort en quelque sorte, d'être dans le brasier et de ne pas pouvoir s'en sortir. Là, j'avoue que c'est quand même super fort hein, comme déclaration. Et bah là, effectivement, là, il s'est passé ce qu'on a tous ressenti, c'est-à-dire qu'on la réalisation l'a pas suivi en direct, mais on savait qu'il était dans les flammes et franchement, on pouvait pas imaginer autre chose que ça se passe très très mal, quoi. Après, effectivement, cette pensée par rapport à ses enfants, manifestement, au fait ce que j'appelle l'instinct de survie, je vois pas d'autre mot, qui fait qu'il arrive forcément, il arrive quand même à sortir, même s'il a dû débloquer un peu son pied, c'est peut-être sans doute pour ça qu'il avait plus de chaussures. Et donc, il arrive à sortir tel le diable de sa boîte. Ben, super, mais effectivement, qu'est-ce que ça a dû être spécial comme pensée. Et donc, bah, évidemment, à bien y repenser, ça a été un moment très très fort dans l'histoire même de la Formule 1 de ces 20 dernières années, au moins, hein, franchement. Donc, on est content que Romain soit sorti et que les blessures soient pas gigantesques. Euh, Honnêtement, on a tout de suite pensé que c'était injouable qu'il soit à Abu Dhabi. Moi, honnêtement, je lui souhaitais le meilleur et de poursuivre toutes ses ambitions, mais je voyais pas comment c'était possible par rapport aux blessures quand même, aux pansements, la santé dans un point de vue global, au repos qu'il allait devoir observer pendant pratiquement peut-être 15 jours. Bon, voilà, je crois qu'il fallait être raisonnable et forcément tous les avis ont convergé pour dire que c'était pas jouable. Donc évidemment, ça se termine sous une mauvaise note, évidemment, qui aurait pu être tragique, mais qui se termine par une formidable histoire de sauvetage qui a fait le tour du monde et d'un personnage qui maintenant va voir les choses différemment et qui, j'en suis sûr, va acquérir une nouvelle maturité, une nouvelle façon de vivre et je veux croire qu'il y a du positif à en retirer, bien évidemment. Donc voilà, le fait que Romain soit pas à Abu Dhabi, bah, je crois oui que c'est la raison qui a parlé. Tant mieux pour Pietro Fittipaldi, qui n'a pas fait un mauvais boulot, hein, mais enfin bon, évidemment, c'était pas au niveau de George Russell, ça c'est sûr. Et puis bah donc on verra si durant l'hiver on a des news concernant Romain Grosjean et son avenir, mais évidemment on est de tout cœur avec lui. Au niveau, juste pour conclure, de la sécurité, bon, c'est vrai que l'accident de Romain était complètement inattendu et personne ne pouvait le prévoir, ça c'est sûr. Personne ne pouvait prévoir que ça allait avoir ses conséquences, une voiture coupée en deux, une explosion, un brasier. Bon, la façon dont on a réaménagé le virage, je suis pas convaincu, franchement. Les deux rangées de pneus, oui, c'est ce qu'on imaginait, parce que je vois pas ce qu'on pouvait faire de mieux avec un nouveau rail derrière. Mais moi, je suis pas sûr que ce soit la solution. Et donc, faudra mener l'enquête, hein, faudra bien vérifier tout ça, hein, parce que là, bon, comme tout était bien, qui finissait bien, on n'a rien dit, mais la situation, elle est loin d'être satisfaisante. Elle n'était pas à Bahreïn, je suis pas sûr qu'elle l'ait été à Sakir. Et donc, bah oui, il y a au niveau sécurité, à tous les niveaux, il faut se pencher hein, là-dessus, messieurs de la FIA. Il y a une seule chose, évidemment, qui est maintenant incontournable, c'est le halo. Ça, c'est sûr. Et donc, bah voilà, ça fait maintenant partie du paysage. Je ne sais plus qui m'a commenté sur Twitter ou je sais pas quoi. Non, mais halo, quoi? Bon, on peut sourire un petit peu, elle était pas mal. Et donc, effectivement,
Allez, voyons, tant mieux pour la sécurité. Je vais terminer juste la F1 en vous donnant mes étoiles. Vous savez que des fois je tweete en vous donnant mes étoiles après chaque Grand Prix. Alors les étoiles, ça va de 1 à 5 pour les pilotes qui mériteraient des étoiles. C'est toujours un exercice de pondération par rapport au matériel dont on dispose et aux circonstances de course. À chaque fois je le dis, quand Hamilton gagne un Grand Prix, euh, sans avoir forcé outre mesure, euh, où il n'y a pas eu vraiment de scénario qui fait qu'il y a eu quelque chose qui se soit passé d'important. Bon, bah, c'est 3 étoiles, voilà, il a gagné le Grand Prix, c'est lui qui mérite d'en avoir plus, mais enfin, il n'y a que 3 étoiles. Quand Pierre Gasly gagne à Monza, je mets 5 étoiles. Bah oui, c'est une victoire exceptionnelle au volant d'une voiture qui est parfaite forcément pour aller gagner des Grands Prix face à Mercedes ou Red Bull. Et Pierre a été la chercher au fond de lui-même, a résisté jusqu'au bout, et puis c'est une victoire, sa première. Bon, c'est une victoire sensationnelle, donc c'est 5 étoiles. Voilà. Bon. Alors hier, Pérez, je ne mets que 4 étoiles et pas 5. Alors vous allez me dire pourquoi je ne mets pas 5 étoiles, même si c'est sa première victoire et qu'on pourrait penser que ça vaut 5 étoiles. Non, parce que euh, il y a eu des circonstances de course qui font que Pierre Gasly s'est retrouvé en tête à Monza, mais complètement en tête. Hein. Il a fallu qu'il aille chercher sa première place dans le restart, hein, en allant chercher Stroll. Bon, hier, Pérez a quand même bénéficié de la méga boulette Mercedes. Voilà, donc il y a quand même des circonstances qui font qu'on l'a aidé à gagner en quelque sorte. Alors il a tenu bon, il a fait une super remontée, il a été aux avant-postes, à partir de là il a résisté, il a gagné. Mais il y a quand même eu un gros coup de pouce de Mercedes qui lui a un peu quand même offert la victoire. Donc voilà pourquoi je symbolise sa victoire formidablement avec 4 étoiles, mais pas 5 quand même. Je mets 3 étoiles à Russell, qui même s'il n'a pas gagné, et même s'il n'est que 9e à l'arrivée, a quand même marqué de son empreinte ce week-end de Sakir. Vous l'avez compris avec tout ce que je vous ai dit depuis le début de ce Facebook Live. Donc 3 étoiles pour Russell. Je mets 2 étoiles à Ocon, bien évidemment, qui s'est trouvé à la bonne place à la fin, mais qui avait mérité de sortir lui aussi du lot. Donc peut-être pas autant que Russell et Perez, mais d'être juste en dessous. 2 étoiles pour Esteban Ocon. Et puis 1 étoile à Stroll, qui monte quand même une fois encore sur le podium, et oui, qui a été pas mal quand même, évidemment. 1 étoile à Carlos Sainz, qui termine 4, c'est très solide. Et il est là, solide, oui, c'est ça, bien à sa place, Carlos Sainz. Là où Maurice finalement ne fait que 10, vous voyez, donc là, chez McLaren, merci Sainz. Et puis j'ai mis 1 étoile à Kvyat, je vous en ai parlé tout à l'heure. Bah oui, en qualif, il était bien. En Q1, enfin en Q3, pardon, et 7e à l'arrivée. C'est une très belle performance de Daniel Kvyat. Donc voilà pourquoi je lui mets 1 étoile. Bien sûr, en fin d'année, je vous ferai le bilan de mes étoiles et vous verrez quelle est donc ma hiérarchie par rapport au Grand Prix et aux pilotes de F1. Bon, j'espère que vous allez bien, ça va, je suis pas trop bavard. Bon, vous me connaissez, hein, dès qu'il y a un micro, je parle avec toute la passion qui me caractérise parfois. Bon, bah, maintenant, je vous propose d'enchaîner sur le WRC avec ce qui s'est passé à Monza, donc la conclusion de cette drôle de saison WRC et ce fabuleux titre de Sébastien Ogier et Julia Ingrassia. Alors, là aussi, plusieurs choses à dire par rapport au contexte. Il y a eu que donc 7 rallyes cette année en WRC. Je suis bien le premier à admettre que c'est assez, ça c'est sûr. Bah oui, c'est une mini-saison quand même. Alors c'est vrai que je me suis souvent un petit peu étonné qu'on n'arrive pas à faire des rallyes en Finlande au mois d'août, en Allemagne, un peu en pleine nature, alors qu'il fait chaud et que le Covid, durant l'été, nous avait un petit peu laissé tranquille. Bon, en fait, effectivement, il y a des explications à ça, parce que ce sont des destinations qui ne sont pas toujours des capitales ou des grands aéroports. Il y a beaucoup de routes à faire, il faut parfois se mettre dans la campagne. Et effectivement, on a compris que la bulle un peu qui avait pu être constituée en Formule 1 ou en NASCAR ou en MotoGP, savoir qu'un championnat arrive à s'isoler avec des protocoles, des hôtels réservés, tout ça. Quand on est un peu plus dans la nature, quand on bouge un peu plus, quand on voyage un peu plus, quand on doit aller dans des destinations un petit peu moins évidentes, et ben en rallye finalement on n'arrive plus à faire cette isolation, effectivement. Donc c'est ça qui a conduit à l'annulation de plusieurs manches. Et puis ensuite, à l'automne, que ce soit en Grande-Bretagne, en Belgique, avec le fameux rallye d'Ypres auquel on voulait croire et qui n'a pas eu lieu. Donc oui, c'est vrai qu'on s'est retrouvé avec une saison tronquée. Alors 7, on va dire, on sauve les meubles, mais tout comme l'a dit Sébastien Ogier dès hier, je ne peux pas célébrer ça comme si c'était une saison normale, avec un titre normal.
En plus, au moment où il y a des gens qui sont aussi malades avec le Covid, bon, Sébastien Ogier a été une nouvelle fois très intelligent en ayant une réaction mesurée, même si évidemment, quand c'est fait, il sort de sa voiture, il se met sur le toit et sa joie, elle est légitime. Mais tout de suite, il a eu des mots de recul très intelligents et il a raison. C'est sûr qu'on ne peut pas complètement se satisfaire d'une saison à 7 rallyes. Alors, merci quand même à l'Estonie qui a su organiser un beau rallye au mois de septembre. Ça a fait le spectacle. Et puis, bah, merci donc à ce Monza Rally Show. Alors, comme on l'appelait avant. Alors là aussi, euh, sur Motors TV, on l'a retransmis pendant des années, le Monza Rally Show en direct. Bon, mais l'ancien rédacteur en chef que je suis de Motors TV est le premier à vous avouer que ça ne me faisait pas vibrer le Monza Rally Show. Oui, je ne l'ai pas commenté, hein. C'est souvent Vincent Ramboisé qui l'a commenté sur notre antenne. Mais honnêtement, il y avait un tel aspect gymkhana, artificiel, parcours sinueux, représentatif du rallye, exhibition, show, comme son nom l'indiquait, que c'était difficile au sortir d'une saison de WRC de se passionner pour le Monza Rally Show. Alors oui, c'est vrai, chaque année, on avait Valentino Rossi, en guest star qui venait un petit peu faire le spectacle. Mais moi, bon, ça me semblait bof un petit peu. Et honnêtement, quand j'ai vu les premières configurations de cette dernière manche, bah, j'ai eu très très peur. Là, je vous le dis franchement, quand je vois le shakedown et que ça serpente façon aussi Gymkhana, que ça passe par deux trois virages sur le circuit, puis qu'après ça va dans la forêt, bon, j'ai été un peu dubitatif. Cela étant, j'ai tout de suite loué, parce que ça se voyait, l'effort des organisateurs pour essayer effectivement de varier les spéciales, les parcours et de nous proposer des véritables manches de championnat du monde. Ça, on en avait quand même conscience. On voyait bien que ça allait quand même au-delà du Gymkhana et qu'ils avaient vraiment, ils s'étaient creusé les méninges pour nous faire des parcours assez incroyables, même si bah, trop de Gymkhana, mais quand même. Là, dans la forêt, un peu dans le parc, c'était pas mal. Oui, c'est vrai qu'on a été super rassurés par le programme de samedi avec ces spéciales dans les montagnes du côté de Bergame. Là, bravo, super. Et puis quand on a vu et su, parce que dès qu'on a les premières images du paddock de Monza, on voit qu'il fait un temps épouvantable, qu'il pleut et que même ça neigeote, quoi. Et donc on sait qu'il va neiger dans la montagne. Bon, ben là, qu'on le veuille ou non, on avait un parfum Monte-Carlo, quoi. Et là, on savait qu'on allait avoir un terrain propice à une vraie bataille pour décider de l'attribution du titre mondial. Au final, eh bien moi, je dis bravo aux organisateurs, bravo à la commission WRC, à la FIA, Yves Maton et à toute son équipe, bravo aux compétiteurs d'avoir joué le jeu, aux équipes, et bravo donc pour qu'on ait terminé par une belle épreuve quand même, dans un lieu quand même mythique, avec des conditions beaucoup plus difficiles qu'il n'y paraissait. C'est Julien Ingrassia dans l'équipe qui dit qu'au niveau du pointage, de l'organisation générale, c'était un rallye d'enfer. Ça, on veut bien le croire. Et mon cher Julien, nous t'associons toujours au succès de Sébastien Ogier, évidemment. On sait à quel point tu peux en être aussi responsable, parce qu'au niveau organisation, au niveau gestion des timings et des parcours, ben, on sait que c'est le copilote, c'est son boulot. Julien Ingrassia est un maître dans ce domaine, et là, il l'a vraiment prouvé dans ce week-end. Ça, c'est évident que les copilotes ont eu un très grand rôle à jouer. Donc bravo, bravo Julien. Donc, ce rallye a bien eu lieu. Et effectivement, donc, il y a bien eu un coup de théâtre qui est arrivé dans la 11e spéciale avec Elfyn Evans, qui est donc sorti façon Monte-Carlo, hein. Chaque année, moi, je suis un peu aussi partagé par ces spéciales du Monte-Carlo, où on voit les pilotes qui soudain sont dans des portions glacées ou enneigées, et qui se retrouvent à être à 10 à l'heure. Ça m'a toujours un petit peu chagriné, parce que pour une WRC, dont le spectacle est fabuleux, de la voir s'engouffrer dans des lacets de routes départementales, et de les voir soudain à 10 à l'heure, alors qu'on irait peut-être plus vite avec notre Clio. Voilà, c'est la première marque qui me vient à l'esprit, le premier modèle. Bah, c'est vrai que ça fait un peu de désordre. Mais en même temps, on sait que ça fait partie du jeu et que ça fait partie d'une gestion globale d'un parcours avec les pneus à gérer qui ne sont pas forcément adaptés à tous les types de terrains qu'on peut rencontrer dans une spéciale du Monte-Carlo. Bah là, c'est exactement ce qui s'est passé dans cette fameuse 11e spéciale où ça a démarré sous la pluie. En caméra embarquée, on a bien vu qu'au bout de quelques kilomètres, on passait à de la neige et puis de la neige qui s'intensifiait. Et puis bah, après, au niveau du revêtement, on a bien vu qu'effectivement, on était sur des portions enneigées et qu'on était comme sur des œufs. Alors, je ne vais pas dire qu'on voyait l'erreur d'Elfyn Evans venir, pas du tout, parce qu'Elfyn Evans,
À la rigueur, je suis le premier peut-être à dire qu'il méritait son titre. Il méritait le titre. Pourquoi? Bah parce que depuis le début de la saison, bah, il était aux avant-postes. Je rappelle qu'en arrivant à Monza, il est le seul à avoir gagné 2 fois cette année, hein. Je vous rappelle qu'il a gagné en Suède et en Turquie. Euh, qu'il avait été globalement le plus solide. C'est bien pour ça qu'il était en tête du championnat du monde. Et avoir 14 points d'avance sur Sébastien Ogier, bah, c'était plus rien. C'était même assez solide. Et que bah, dès le Monte Carlo, on avait bien vu qu'il était aux avant-postes et qu'il était aussi fort que Seb chez Toyota. Donc que notre ami Elfyn Evans soit au final champion du monde 2020 d'une saison un petit peu tronquée, bah, ça, c'était un score. Honnêtement, il n'y aurait pas eu de scandale. Bon. Mais en même temps, on a bien vu que Sébastien Ogier, arrivé avec toute l'expérience bah, qui le caractérise, 6 fois champion du monde, avec toute l'aura qu'il possède. C'est lui le king, c'est lui le boss, c'est lui le patron, honnêtement. Je sais bien que Tanak l'a délogé l'an dernier et qu'il est devenu lui aussi champion du monde. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Sébastien Ogier, c'est le boss. Bon, Thierry Neuville, ça fait 5-6 ans qu'il n'y arrive pas à déloger Sébastien Ogier. Elfyn Evans, forcément, pouvait apparaître comme un peu tendre par rapport à Sébastien Ogier, qui, comme à son habitude, formidable compétiteur, très fair-play, mais n'oublions pas d'être un compétiteur, de trois petites réflexions par-ci par-là en disant qu'Evans avait un peu la pression plus que lui, c'est peut-être lui qui avait le plus à perdre. Mais tout ça, c'est vrai. Il avait raison, Sébastien Ogier. Donc, il n'a pas œuvré sournoisement pour aller chercher son titre. Oui, effectivement, au bout du compte, celui qui craque, qui fait l'erreur qu'il fallait pas commettre, c'est Elfyn Evans. Donc on est déçu, je le dis sincèrement pour Elfyn Evans. On n'aurait pas crié au scandale si Elfyn Evans avait été champion du monde. Mais effectivement, tout le métier de Sébastien Ogier a fait la différence. Donc ben voilà, moi je suis super content parce que bah, Sébastien Ogier, vous voulez que je vous rappelle un petit secret, 2007, il a déjà fait des interviews, Sébastien Ogier, ça c'est sûr, dans la presse locale, j'imagine, du côté de Gap ou des Alpes. Oui, je le prends en direct sur RMC dans l'émission Motors 2007. Et là, je suis sûr que c'est sa première radio nationale. Ça, j'en suis sûr. C'est mon ami Eric Briquet, que je salue, et qui lui aussi m'a envoyé un petit message de soutien par rapport à ce Facebook Live. Salut Eric, j'espère que tout se passe bien pour toi. C'est Eric Briquet qui travaillait aussi pour Motors TV en tant que pigiste et qui venait souvent nous commenter du rallye, qui m'avait dit, si, ce petit gars Ogier, il est bien, hein, je peux te dire, c'est sans doute le nouveau Loeb, faut lui donner la parole. Et donc, je l'avais pris sur RMC, Grande Radio. Et donc, voilà, moi aussi, je faisais connaissance avec Sébastien cette fois-là. Et je me souviens que je lui avais même posé la question, mais alors, tu es moniteur de ski, comment tu gères ton emploi du temps? Vous voyez, c'était un petit peu ça l'angle de faire connaissance avec quelqu'un qui était moniteur de ski, mais qui pouvait peut-être avoir un petit espoir, un petit avenir dans le monde du rallye. Mais on était loin d'imaginer, évidemment, qu'il délogerait Sébastien Loeb et qu'il prendrait sa relève dans l'histoire du rallye. Et il y a quelques années, en 2018, j'avais voulu, dans les dernières émissions de Motors, parce que vous savez que l'émission s'est arrêtée, j'avais voulu faire un petit côté archive et retrouver cette interview. Et puis hélas, du côté de nos amis RMC, je vous le dis en secret, ils ne conservent pas les archives sur leurs émissions aussi longtemps. Donc c'était plus disponible. Bon, bah, c'est comme ça. Et le fait est que voilà, Sébastien Ogier, donc je le suis depuis 2007. Et ben moi, j'avoue que j'adore ce type. Voilà, il le sait, vous le savez. Je suis un fan de Sébastien Ogier, qui a un coup de volant extraordinaire, ça c'est sûr, mais qui a une personnalité, moi, que j'aime bien. Effectivement, un super compétiteur qui ne lâche rien, qui parfois a pu effectivement prêter le flanc à une certaine critique, parce qu'à une époque, on pouvait rien dire qui allait contre Sébastien Loeb. Donc, si on voyait un petit jeune arriver, tout le monde protégeait Sébastien Loeb et on voyait en Sébastien Ogier un méchant. Ben, pas du tout. Il avait une carte à jouer légendaire, il avait déjà les cartes à jouer et c'était normal que le petit jeune pousse derrière l'ancien. Exactement ce qui est arrivé à l'arrière avec Russell et Hamilton ce week-end. Donc Sébastien Ogier, bah, tout de suite, on a bien vu que c'était un pilote d'exception, qu'il allait gagner. C'est un type super intelligent, je l'ai déjà dit, toujours très fin dans ses analyses, très mature effectivement dans l'appréciation qu'il a de son sport et de son environnement. Puis bah, c'est le boss. Je reviens à cette expression. C'est le mec qui domine tous les éléments. Et dans le paddock du WRC, bah, il y a Sébastien Ogier et il y a un petit peu les autres. J'adore Thierry Neuville, franchement. J'ai beaucoup sympathisé ces dernières années quand je couvrais le WRC sur place, parce que sur Motor CV, on allait sur place entre 2014 et
2019, je suis allé sur beaucoup de rallyes sur place et on faisait le 26 minutes qu'on diffusait le soir en le commentant en direct souvent. Bah, moi j'ai bien sympathisé avec Thierry Neuville, qui est un type attachant. Mais Thierry, bah voilà, 5 fois vice-champion, vous le savez, cette année c'est pas encore passé. L'erreur qu'il fait vendredi là dans la spéciale 4, où il tape d'abord la protection dans le banking et puis ensuite il va se noyer dans le water splash là, comme on dit. Ah, c'est vraiment dommage. J'étais vraiment très très déçu, mais bah voilà, ce sont des trucs qui arrivent un peu trop souvent à Thierry, et bah, en tout cas, je pense bien à eux, et Nicolas Gilsoul, son coéquipier que j'apprécie aussi beaucoup. Mais bon, à la fin, eh ben, c'est Sébastien Ogier qui gagne. Voilà. Pour Otanak, certainement, c'était un peu une année de transition et de réadaptation à un nouvel environnement chez Hyundai. On se rend compte de ça maintenant. Sébastien Ogier, lui aussi, a eu besoin de s'adapter. C'est pour ça que Elfyn Evans, dans un premier temps, était devant. Mais au bout du compte, eh bien, le métier, l'expérience, euh, le sens de la compétition, de la gestion des paramètres, voilà, a fait la différence. Et c'est donc bien Sébastien Ogier et Julien Ingrassia qui sont de nouveau champions du monde pour la 7e fois, vous vous rendez compte. Et donc, bah, après les 9 titres de Loeb, les 7 de Ogier, donc il n'y aura eu qu'une année d'exception en 2019 avec Otanak, mais la France, donc, mes chers amis, reprend le pouvoir. Et donc, eh bien, la grande nation toujours du rallye et troisième constructeur différent aussi pour Sébastien Ogier. Si ça aussi, c'est pas un signe bah, de génie, disons-le franchement. On peut pas reprocher à Sébastien Loeb d'avoir été champion 9 fois avec Citroën. Moi, non, non, parce que c'est trop facile de penser que c'était facile justement. C'est pas vrai. Et il y a eu d'autres années où les moyens chez Citroën n'étaient pas forcément les plus évidents. Oui, ce que fait Sébastien Ogier, bah là c'est fabuleux. Champion avec Volkswagen, champion avec Ford, champion avec Toyota, bah il n'y a rien à dire, chapeau bas. Surtout qu'il a cette capacité de tout de suite se mettre au diapason de sa nouvelle équipe et à bien y resonger. Bah, je crois que c'est plutôt son passage chez M-Sport hein, qui a symbolisé son absolu talent, puisque maintenant on se rend compte qu'il n'y avait peut-être pas les moyens d'une grosse équipe comme Volkswagen ou comme Toyota. Chez M-Sport, c'était forcément un petit peu plus difficile et il a bien réussi à être 2 années de suite champion du monde. Bon, voilà ce qu'on peut vous dire. Je regarde le compteur, on en est à 56 minutes, donc honnêtement, on va se quitter là. Enfin, j'espère que tout s'est bien passé. Vraiment, merci à vous tous qui m'avez suivi en direct. Alors, je voudrais juste conclure pour vous donner un petit appel Patreon. Alors vous savez, c'est une plateforme de contribution qui permet bah, de souscrire à un projet et à évidemment recueillir des financements pour effectivement former bah, ce que j'appelle une communauté encore plus riche. Bon, alors évidemment, présenté comme ça fait un petit peu j'ai besoin d'argent. C'est pas complètement ça, je vous le dis franchement. D'abord, ça se fait. Tout travail, on peut penser peut-être mérite salaire. Je suis pas le premier à le faire, je serai pas le dernier. Et moi, c'est vraiment dans une optique bah, d'aller au-delà de ma passion et de pouvoir la nourrir encore plus. Je prenais l'exemple en début d'année de Gérard Larousse, que j'ai croisé à Rétromobile. Vous savez, c'est à l'époque où j'ai fait mes entretiens sur l'Afterlab d'Henri Pescarolo. Bon, Gérard Larousse, je le crois, je lui dis Gérard, il faut absolument que je vous pose aussi quelques questions, parce que je vous vois, Gérard. Et il me confirme qu'il habite Marseille qu'il n'est pas sur Paris et que bon ben voilà. Donc je suis un peu coincé. Je suis bien dans la région parisienne. Moi, j'ai envie d'aller voir Gérard Larousse et de poser le micro entre lui et moi et de feuilleter le grand livre des souvenirs. Et il y en a comme ça des dizaines et des dizaines évidemment qui me viennent à l'esprit où il faudrait peut-être un petit peu engager quelques dépenses pour se déplacer et aller à la rencontre de ces grands personnages. Donc voilà, c'est une souscription que je lance sur Patreon. Hein. Alors www.patreon, P-A-T-R-E-O-N, hein, c'est une plateforme étrangère, mais on dit un Patreon. Donc patreon.com/afterlap. Et là, vous avez différents niveaux de contribution mensuelle, 3 euros, 5 euros, 10 euros, 20 euros, 50 euros. Bon, à ce niveau-là, ce serait un sponsoring, mais bon, peut-être que certains ou certaines marques vont se laisser tenter en m'écoutant présenter ça. Et puis, bah, écoutez, comme ça, on espère recueillir des contributions qui permettront d'améliorer encore plus le contenu de l'Afterlap. Et il y aurait des petites récompenses. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pour ceux qui contribuent, bah, parfois, on pourra se retrouver en privé, dans des chats privés, ou faire des Facebook Live privés, des petites newsletters privées. Je vous donnerai deux, trois infos. Et puis, bah, la grande récompense, ce serait des épisodes bonus. Voilà, où il y aurait du contenu qui ne serait pas présent sur l'Afterlap et je vous réserverai donc un contenu rien que pour vous, les contributeurs. Bon.
Allez, je vous laisse aller voir, donc www.patreon.com/afterlap. Et donc, bah, écoutez, si vous avez envie de me rejoindre et de me soutenir encore plus, bah, c'est gentil, je vous en remercie d'ores et déjà. Et bah, on se tiendra au courant. Voilà, donc on s'était fixé 1 heure, c'est dans 1 minute que ça va se terminer. Je voulais juste vous donner le programme de l'Afterlab d'ici à la fin de l'année. La semaine prochaine, 14 décembre, on mettra en ligne, bien évidemment, un nouvel épisode avec Tristan Demandy sur le Grand Prix d'Abu Dhabi. Donc là, évidemment, on va conclure la saison F1 et avec Tristan, bah, évidemment, on va discuter de ce dernier Grand Prix. Le 21 décembre, 1 semaine après, je vous mettrai en ligne l'interview d'un champion du monde français. Alors, pas Sébastien Ogier, on l'a déjà enregistré, mais avec l'actu F1, bon, voilà, ça sera le 21 décembre que je la mettrai en ligne. Yann Erlaché, champion du monde WTCR cette année, eh bien Yann Erlaché m'a déjà accordé un entretien exclusif. Et donc, je vous le proposerai le lundi 21 décembre, un peu un cadeau de Noël avant l'heure, pour donner la parole à notre grand champion français WTCR, Yann Erlaché. Après, bah, ce sera la semaine de Noël et du Nouvel An, et on se retrouvera en tout début d'année maximum pour faire le bilan F1, mon top pilote, mon top 20 pilotes, toutes disciplines confondues. Ça, c'est un exercice qu'on s'autorise à chaque fois. Et puis, je profiterai évidemment de l'hiver pour vous proposer d'autres entretiens et de vous proposer aussi l'évocation de courses du passé. Vous savez qu'il y a cette rubrique rétro dans l'Afterlap. Bon, ben voilà, je crois que je vous ai tout dit. Pour ceux qui étaient avec moi en direct, eh ben, merci beaucoup. Pour ceux qui reverront cette vidéo après, bah, écoutez, j'espère que vous l'apprécierez aussi. On a essayé vraiment de baliser la grande actu du sport auto qu'on a connu ce week-end. Et donc, je vous donne rendez-vous bah, très bientôt, puisque l'Afterlap, le podcast du sport auto, on ne s'arrête pas, et notre passion non plus, bien évidemment. Allez, c'était Laurent-Frédéric Bollet. Salut, à bientôt les amis.